Il y a 2 ans, je mettais en ligne la version complète de mes recherches sur un substrat orphico-dionysiaque de l'iconographie du tarot dit de Marseille. Quelques retours positifs, toujours plaisants. On m'a ainsi proposé de participer à un webinaire sur mes recherches, mais c'est un projet tombé à l'eau depuis. Tant pis, tout le monde peut se raviser. Mais parmi ces avis positifs, j'ai noté l'aveu récurrent d'une méconnaissance de l'univers dionysiaque, de ses mythes, comme de son iconographie, et de ses pratiques, bien entendu. Rien d'étonnant, c'est un domaine de recherche très spécialisé qui n'intéresse qu'un petit nombre, avec des publications très pointues qui nécessitent un certain bagage pour suivre. Par exemple, Guido, le sympathique propriétaire d'un musée des tarots entre Bruxelles et Anvers, qui reste perplexe mais ouvert. Accueil sympathique aussi auprès de quelques amis archéologues du monde gréco-romain pour qui mes références sont familières. À part un spécialiste de l'art romain pour qui les tarots c'est juste un truc pour les oiseaux. Mais j'ai eu droit aussi à quelques réfutations, disons, plutôt virulentes. En résumé, ma recherche ne serait qu'un errement sans fondement, une série d'inepties, car il n'y aurait aucune preuve, aucune, d'une origine antique pour le tarot, fût-il de Marseille ou autre. À part mon travail, bien sûr, suffit d'en prendre connaissance. La preuve de cette affirmation, qui se veut irréfutable, personne avant moi, parmi les chercheurs sérieux sur le tarot, n'a avancé pareille hypothèse de cette présence d'éléments dionysiaques dans l'iconographie du tarot dit de Marseille. Personne. La question que je pose, moi, là, est pourquoi donc personne avant moi n'a fait ces rapprochements qui, pourtant, à moi, me semblent évidents. Toute recherche dépend du fond culturel du chercheur. Il ne conduit ses recherches qu'en fonction de son propre background de savoir, de connaissances, avec une forte part de subjectivité, voire de préjugés. Comme je le dis au tout début de cette vidéo, mes recherches d'alors n'étaient pas dirigées vers le tarot, mais vers les cultes à mystère de l'Antiquité gréco-romaine, Éleusis, Mithra, Trophonios, Kabir et bien sûr Dionysos. Comme je le dis dès l'entame de cette vidéo, j'étais tombé sur une figuration d'un jeune Bacchus, le manche d'un couteau en ivoire, ressemblant étrangement au battleur du tarot de Marseille, dit TDM. Une image dont on a d'autres figurations fort similaires, puisque ce sont des images canoniques de ce dieu. Chacun jugera par lui-même si c'est une forte ressemblance, troublante, ou si celle-ci doit être qualifiée de très vague, de lointaine, de non significative. Soit, chacun choisira. Comme de toute façon mes détracteurs partent du principe, du postulat qu'il est impossible que le battleur puisse être une représentation de Dionysos, cette ressemblance qui m'a mis en alerte un jour est balayée d'un revers de main méprisant. Avec cet argument auxiliaire que cette ressemblance entre ce jeune Bacchus et le battleur ne peut être reconnue que sur une série de tarots de Marseille, de Chausson au marteau Grimaud en passant par les Convers, et non avec tous les autres tarots qui sont si nombreux. Ce qui est aussi une façon indirecte et inattendue de reconnaître une réelle ressemblance entre ce manche en ivoire représentant Bacchus et le battleur du tarot de Marseille pour un groupe de jeux de tarot du moins.
Je ne l'ai jamais nié, j'ai toujours dit que mes rapprochements entre tarot de Marseille et univers orphico-dionysiaque ne sont valables qu'avec une série de tarots particulières, tarot de Marseille, et non avec tous les autres, ou alors d'une manière beaucoup plus lointaine, fussent-ils plus anciens. Et qu'à ce titre, cette série de tarots de Marseille, Chausson, Grimaud, méritait une attention plus particulière. Je pense en effet que tous les tarots ne se valent pas quand il s'agit de rechercher une iconographie originelle, ce qui est l'objet ultime des recherches sur le tarot. Mais si on se concentre sur la sociologie, sur le travail des artisans en quartier, alors oui, tous les tarots ont leur importance et leur intérêt. Et une seule ressemblance, comme celle-ci, même forte, ne suffit évidemment pas à reconnaître Dionysios derrière la figure du battleur, bien entendu. Mais voilà, dans mes recherches sur ces rites à mystère dionysiaque, je suis également tombé sur une scène fort semblable à l'image du battleur dans le tarot de Marseille, et ce sur un sarcophage romain. Une table, avec des objets symboliques, et derrière, une effigie d'un Dionysos ancien qui a ce détail troublant. Il tient une baguette de sa main gauche vers le haut, semblable en cela à l'image du battleur, en plus de sa situation scénique derrière une table. On peut s'arrêter sur ces similitudes, ou choisir de les ignorer car ça ne colle pas avec ce qu'on croit savoir du tarot et de son histoire. À chacun de décider. Moi, j'ai décidé d'approfondir, d'exploiter ce constat curieux. Sans doute parce que je n'avais aucun préjugé sur les tarots, aucune idée préconçue, puisque ce domaine de recherche n'était pas le mien à ce moment. Je le répète. Comme ces curieuses similitudes m'y ont invité, j'ai donc observé avec plus d'attention cette carte du battleur. Et j'ai relevé aussitôt un élément supplémentaire venant compléter ces premières observations, pour le moins curieuses, ces observations menant à Dionysos. Un sac, une bourse ou une corbeille d'où sort un serpent. Même si on ne voit pas la tête de ce serpent, il est bien là. Un élément présent sur pratiquement tous les tarots de Marseille. Une corbeille d'où sort un serpent est un poncif de l'iconographie bacchique romaine. Là aussi, on peut choisir de l'ignorer, disant que de toute manière c'est impossible, et trouver une autre explication à cet objet sur la table du battleur. Mais je ne vois pas laquelle. Cette ciste dionysiaque n'a rien à faire sur cette table. Ou alors, c'est que le battleur est bien Dionysos. Au passage, je relève quand même que c'est sur le marteau Grimaud tant décrié que la ressemblance entre cet élément de la table du battleur et une représentation sur un sarcophage romain de cette ciste au serpent qui est au Louvre est la plus nette, jusqu'à cette petite boule au-dessus. C'est juste un constat, ne tirons pas de conclusion hâtive. À ce stade, j'ai donc décidé qu'il y avait vraiment assez d'éléments factuels pour poursuivre cette recherche dans cette direction dionysiaque, même si personne parmi les historiens sérieux du tarot ne s'y aventurait jusque-là. J'ai trouvé d'ailleurs sur cette carte bien d'autres détails concordants pour relier cette image au dionysisme antique, orphique de l'Antiquité tardive, que j'expose dans la vidéo contestée. On ne peut reconnaître Dionysos que si on le connaît suffisamment. Il est vrai qu'ici, on est loin de la représentation habituelle de ce dieu, d'un dieu du vin,
comme le voyait par exemple Caravage ou un tarot flamand dit aussi tarot de Charles Quint, par exemple, image classique. Et sans doute que tous les historiens sérieux du tarot sont dans ce cas-là. Car ici, il est représenté en magicien, en battleur, quoi, sans vin, ni vigne, ni bière. Sans doute les passionnés du tarot ne le savent pas, mais Dionysos a déjà été décrit comme un magicien, comme un charlatan même, disons-le, comme un battleur. Et ce, dans la tragédie d'Euripide, Les Bacchantes. On dit qu'un étranger s'introduisant ici, un mage, un enchanteur, venu de Lydie, les cheveux parfumés et pars, aux boucles blondes, le teint vermeil, etc. Un magicien, donc, un charlatan aux boucles blondes. Cette description d'Euripide est bien conforme à l'image du battleur dans les tarots de Marseille, de type 2, je précise, où le dessin insiste sur ses boucles, chaussons, convers, marteau grimaud. Et il est vrai que le type 1, comme le vachier, ne garde pas ce trait caractéristique de sa chevelure, présentant ce battleur avec les cheveux lisses, sans boucles. Donc, le type 1, selon moi, s'éloigne de cette description euripidienne et je choisis pour explorer cette voie dionysiaque principalement les tarots de Marseille de type 2, plus conformes sur ce détail au moins à cette tradition. Un peu plus loin dans cette pièce, Euripide complète sa description en présentant Dionysos comme au goût des femmes, captant par sa beauté les faveurs d'Aphrodite. Tout amateur du tarot aura reconnu le thème de la 6e carte, l'amoureux. Avec ici une autre précision sur sa coiffure, ce sont ses longs cheveux ondoyant le long des joues. Ces descriptions d'Euripide collent parfaitement avec l'iconographie du tarot de Marseille de type 2. Autant d'éléments qui m'ont incité à rechercher dans le bacchisme romain un substrat pour l'iconographie de ce jeu de cartes, même si ça m'est très contesté. Mais on peut bien sûr décider de les ignorer, se contentant d'un c'est impossible définitif pour mieux réfuter cet acte de recherche, voire le dénigrer. J'en profite pour préciser que je n'ai rien à vendre, ni livre, ni spectacle, ni cours, ni stage, ni coaching de développement personnel, rien de tout ça, ni même des consultations. L'axe de réfutation le plus acceptable pour moi, autre celui qui range ma petite personne parmi les ésotéristes délirants, c'est la date tardive attribuée au tarot dit de Marseille, qui est pour l'instant le XVIIe siècle. Pour l'instant. En effet, les chercheurs actuels le jugent postérieur au tarot princier du Quattrocento, considérant qu'il s'est construit peu à peu, carte après carte, théorie élaborée avec quelques éléments épars trouvés ci et là. Une opinion, une hypothèse que je ne partage pas, aussi rationnelle puisse-t-elle paraître, même si elle est portée par les plus illustres des historiens du tarot, qui le considèrent même pour certains comme étant un appauvrissement de peu de valeur de ces œuvres d'art raffinées du Quattrocento. Les nombreux éléments dionysiaques que j'ai relevés sur ces cartes, que d'autres refusent de reconnaître, qui sont passés jusque-là inaperçus, ne sont en rien des imitations propres à la Renaissance. Et surtout, ils sont représentés avec une certaine discrétion qui interroge.
comme la tête de ce serpent sortant de la cisse sur la table du battleur, qui est absent, rendant difficile à reconnaître ici un serpent. Pour illustrer cette discrétion, prenons par exemple le mat. Que de discours et de commentaires tournant autour de la folie ou de la marginalité. Mais une personne connaissant un peu l'iconographie bacchique romaine aura relevé que sa coiffe bizarre, pour la série des tarots de Marseille retenus, contient tous les éléments de la corbeille mystique, le van ou le lycnon, si fréquente dans cet univers iconographique, tant sur les peintures que sur les sarcophages. Des éléments démontés, déconstruits, puis remontés pour faire une coiffe très particulière pour ce mat, sans rapport avec les coqueluchons des faux de cour comme on peut le voir sur les tarots princiers. Les flancs de cette corbeille, avec les croisillons d'osier, ce qui peut être le voile tombant, et surtout le phallus qu'il contient, voire un fruit, peut-être un poiveau, figuré au même endroit que sur une plaque campana. Et même les poignées du lycnon aussi, tout y est. À cela, ajoutons l'expression mystique du Silène de la Villa des Mystères de Pompéi, bien semblable à celle du mat. Même direction du regard. En fait, le mat n'est pas pris de démence, mais est emporté par un élan mystique. Pour le reste de cette carte, là aussi, je renvoie à ma vidéo où je le développe. Il faut être d'ailleurs assez de mauvaise foi pour ne pas reconnaître dans la carte du mat cette corbeille au phallus dionysiaque se dévoilant. Difficile également de ne pas voir ce phallus dans sa corbeille une fois qu'on l'a retenu. Et par là même, ce brave Silène, précepteur et fidèle compagnon de Dionysos, acteur d'une cérémonie initiatique. Et cela donc concordant avec l'univers dionysiaque déjà relevé sur ces cartes du tarot de Marseille, surtout de type 2, et tant contesté. Une observation similaire à celle faite sur le lycnon au phallus sur la tête du Silène mat peut être faite aussi avec le grand chapeau de la force. Un chapeau qui est semblable sur pratiquement toutes les versions du tarot de Marseille, type 1 comme type 2. On peut y reconnaître les éléments du thyrse dionysiaque, la pomme de pin et le nœud qui y est attaché. Même processus de déconstruction et de remontage ensuite en couvre-chef, sans doute par souci de discrétion. Mais encore faut-il savoir ce qu'est un thyrse pour le reconnaître. On ne reconnaît que ce qu'on connaît déjà. Pour illustrer cette dernière remarque, je retiendrai la 16e carte du tarot, la Maison Dieu. La plupart de la tarosphère y voit l'illustration ou l'allusion à l'épisode biblique de la tour de Babel, et les interprétations sur cette base sont assez abondantes. Après tout, quoi de plus normal, de logique même, what else? Les textes bibliques ont façonné un imaginaire collectif pour le peuple et les artistes à cette aube de la Renaissance, ainsi qu'à l'âge classique qui lui fait suite. Donc, ça ne peut être que cet épisode, même si on l'imaginait un peu différent de cette carte. Mais en ayant à l'esprit les bacchantes d'Euripide, pour ceux qui connaissent ce texte, une autre interprétation se présente. Il y a ce tremblement de terre frappant le palais de Pentée où le toit fait la bacchante, selon la version d'Échille, un petit fragment. Frappé aussi par la foudre, alors que Pentée y avait fait prisonnier Dionysos. L'épisode biblique n'est donc pas le seul mythe d'un édifice frappé et détruit par une puissance et une colère divine. Et comme déjà des éléments de cette pièce d'Euripide ont pu être relevés avec des cartes du tarot, pour le battleur et l'amoureux, puisque les descriptions de Dionysos collent parfaitement aux images de ces deux cartes, c'est ce mythe que je retiendrai pour cette carte et non l'épisode biblique. À contre-courant de l'opinion commune, j'en conviens.
Et en plus, cette image rejoint l'iconographie dionysiaque de la ciste au serpent. Un cylindre dont le toit s'ouvre, avec une forme sinueuse là où il y a le serpent sortant de ses cystes. Un personnage chute, un seul. La fin de la royauté de Thèbes et de la dynastie de Cadmos, pendant que Dionysos s'échappe tel un serpent en rampant. Cette carte du tarot éclaire le sens symbolique de cette ciste au serpent, si abondante dans l'iconographie bacchique romaine. Elle est à mettre en rapport avec cet épisode des Bacchantes d'Euripide, la libération de Dionysos du palais des Cadméens et la fin de cette dynastie. Ou quand le tarot de Marseille aide à décrypter un symbole dionysiaque jusque-là obscur, en faisant par son graphisme le lien entre cette ciste au serpent et la tragédie des Bacchantes. Certes, on peut juger contestable cette méthode de comparaison, de confrontation, qui a mis en évidence nombre d'éléments dionysiaques dans le tarot de Marseille, afin de juger in fine toutes ces observations, ces constats comme sans valeur ni intérêt, avant de spéculer sur mes diverses motivations. Mais ça reste encore la méthode principale pour toute recherche en iconographie, que la plupart utilisent du reste sans modération. Un autre chemin existe pour renforcer cette hypothèse d'une antériorité des tarots de Marseille sur tous les autres tarots, y compris les tarots princiers. Avec les tarots de Marseille, il est possible de reconstituer un plan général pour le tarot avec une logique pythagoricienne, basique, mais où ce sont les images qui importent et non une numérologie spéculative. Je renvoie au lien en commentaire pour la démonstration de ce plan. Cette construction nous montre un tarot parfaitement élaboré, dialectique, où les images et thèmes se répondent, se complètent, suivant un dessin très élaboré, complexe et cohérent. Une construction impossible à réaliser avec les tarots princiers ou les divers tarots atypiques. C'est même une forme de perfection que seul le tarot dit de Marseille, parmi tous les tarots existants, présente. Une remarque cependant, ce plan répond au sens apparent des cartes. Un fou et non silène pour répondre à l'ermite pouvant être vu comme un sage. Mais cependant, une relation étroite entre ces deux cartes peut aussi être reconnue dans le cadre des initiations bacchiques. Ou alors le pape qui répond au diable, qui n'est plus Pan, le jugement à la justice. Bref, on a un syncrétisme, une fusion entre l'Antiquité tardive et ce crépuscule du Moyen-Âge, avec deux sens cohabitants et deux sources iconographiques se superposant ou alternant avec un jeu d'équivalence. La présence récurrente de ce bacchis morphique sur le tarot de Marseille et cette construction d'un seul bloc du plan reconstitué, où les mineurs font la moitié de la taille des majeurs, alors que des cartes doivent toutes avoir les mêmes dimensions pour pouvoir jouer, plaide pour une antériorité de cet ensemble iconographique à l'apparition même des jeux de cartes. Cela amène beaucoup de questions, et même des remises en question, j'en conviens, où le tarot de Marseille que nous connaissons serait alors une recréation, une adaptation au contexte de l'époque, dans le cadre d'une réactualisation, ce qui en fait une iconographie hybride d'autant plus difficile à décrypter. On peut cependant choisir de tout rejeter d'un bloc d'un « c'est impossible » définitif. Pourtant, il n'est pas rare qu'une recherche amène plus de questions que de réponses quand les résultats ne collent pas avec les postulats de départ. Je tente d'ouvrir des pistes de recherche à la fin de ma vidéo, que vous voyez en commentaire,
Les recherches continuent et je reste ouvert au débat. Merci de votre attention.